mais parmi tous les rabbins chassidiques, je pourrais retrouver la citation, mais il y en a un qui dit le pain c'est Dieu. Non, je crois que c'est une histoire, parce qu'il y a toujours des contes chassidiques comme ça. Et c'est un élève qui va voir son rébé et qui lui dit mais où est-ce que je peux trouver Dieu ou qu'est-ce que c'est Dieu et le rébé lui dit c'est le pain c'est Dieu. Voilà. Et donc il m'a dit le pain. Et la sensualité. La sensualité, je pense que c'est vraiment, ça caractérise aussi beaucoup le travail d'Appelfeld. C'est-à-dire, c'est hum, tout ce qui est de... Et ça parle aussi d'image, ça parle de cinéma, ça parle... Voilà. Donc c'est de l'eau qui coule, des brindilles au fil de l'eau, un jeune adolescent sous un pommier, en compagnie d'un vieil aveugle, c'est le vent dans les branches, c'est le soleil sur la peau de sa mère la plupart du temps, dont il parle beaucoup, ou de son grand-père quand il ouvre la fenêtre pour prier. C'est encore une fois une sensualité euh, très de là-bas, très chassidique. Et voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture. Voilà, ces deux mots qui m'a transmis. Voilà. Comment on donne le goût du pain au cinéma? Et justement, je pense que c'est en gardant les yeux ouverts, en gardant toujours à l'esprit d'être attentif au moment et à ce qui se passe au moment où on tourne. Voilà. Euh, alors encore plus là, je pense, c'est-à-dire de pas rester bloqué sur une idée qui est là sur le papier qu'il va falloir mettre en scène, mais c'est une fois qu'on est en situation, euh, regarder ce qui se passe autour de soi, prendre le temps et voilà déjà, et ensuite essayer il y a plein de manières, mais de transmettre ça aux personnes qui vont le jouer, de pas tricher, d'essayer de pas tricher en fait. Euh, Ce qui est compliqué avec les films de cette période, c'est que quand ils sont ratés, euh, on a l'impression de voir les gens sortir de la caravane du maquillage juste avant et on leur a mis un peu de fausse boue sur les joues, on a un peu sali les vêtements et voilà. Bon, donc transmettre le goût du pain, c'est essayer de se débarrasser de tout le barnum habituel et de prendre le temps dans le regard posé sur les gens qu'on filme. Bon, c'est valable d'une manière générale pour tout ce qu'on fait, hein, mais euh, là, je pense que la présence de Aaron Appelfeld, euh, il sera partout, quoi. Donc, ça va être une expérience, je pense, assez riche parce que dans, dans ses livres, il y a tout le temps la présence des gens qui sont morts, puisque lui il dit la mort, enfin ses personnages ne cessent de dire la mort est une illusion. Euh, voilà, la mort est une illusion. Et donc on a à la fois la présence des vivants, des morts qui sont là, qui sont autour de nous, qui arrivent, qui disparaissent, qui arrivent et qui disparaissent même des fois comme des personnages vivants, c'est-à-dire ce qui est quand même euh, assez frappant, je trouve, chez Appelfeld, c'est cette manière de faire arriver les personnages sans être annoncés. J'ai relu récemment son dernier livre paru, et dont le titre m'échappe tout le temps parce qu'il est long et Des jours d'une compliqué. stupéfiante clarté? Des jours, voilà, des jours d'une stupéfiante clarté. Dans Des jours d'une stupéfiante clarté, alors c'est bon, qui est un roman magnifique, on a ce jeune homme, Théo, qui marche,
Et de temps en temps, Appelfeld nous dit, il sursauta, une voix le fit sursauter, et puis la conversation s'engage avec un homme, une femme qui vient d'apparaître à côté de lui. Presque de manière magique en fait. Et cette façon chez Appelfeld de faire apparaître les personnages, alors je pense que c'est aussi ce qui le rapproche de Kafka. Il y a cet aspect presque magique dans le quotidien tout le temps. Euh, mais une magie pas très prosaïque, hein, une magie. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est parce que ces vivants-là apparaissent comme vont apparaître sa mère, son père qui voit dans la forêt, son père qui voit dans un café, ou auquel il pense. Tout est vision, en fait. Et ça, c'est intéressant, parce que si tout est vision, ça veut dire qu'au cinéma, on peut se servir de ça sans faire des effets, en le faisant très simplement, mais je pense que ça peut être intéressant. Et je crois que vous êtes parti de tout ça pour dire que, comme la frontière entre les morts et les vivants est bien plus fine qu'on ne pense, Aaron Appelfeld sera là tout le temps. Oui, parce que, oui, forcément. Forcément parce que on va aller tourner là ou très proche de là où il a vécu enfant, très proche de là où il était dans les forêts. Donc voilà, on va essayer modestement de retrouver un peu sa, pas retrouver sa trace, c'est pas vrai, mais voilà, de retourner là où il était, nourri par tout ce qu'il a écrit, par ses personnages. Et ce qui est intéressant avec les grands écrivains, enfin, moi auquel j'ai eu affaire quand il était question d'adapter leur œuvre, c'est qu'au bout d'un moment, ils vous donnent une grande liberté à partir du moment où ils vous font confiance. Alors il m'a donné sa confiance, qui est un cadeau très précieux, mais du coup, ça rend fort, quoi, en tout cas. On se sent assez, on se sent bien épaulé, quoi. Bon, ça, c'est bien. Vous êtes déjà allé là-bas faire des repérages? Pas Non, encore. non, non, non. Non, non, j'y vais bientôt. J'ai pas voulu y aller tout seul encore. Donc en fait j'ai fait des repérages, mais j'ai fait des repérages, je pourrais vous montrer toutes mes photos de repérage, mais j'ai fait des repérages sans bouger d'ici. Voilà. Euh, ça peut paraître bizarre, mais pour l'instant encore, j'ai pas, par exemple pour écrire l'adaptation, j'ai pas ressenti le besoin d'y aller. Euh, Parce que ce dont il parle, c'est des forêts, des marécages, des rivières, euh, et il en parle tellement bien que j'ai pas ressenti le besoin d'y aller pour écrire. Contrairement à mon film précédent où avant même d'écrire, j'ai passé des années en Inde mais parce que l'Inde m'était un territoire étranger. Or, Aaron Appelfeld a beau être un écrivain israélien, c'est un écrivain européen, c'est un écrivain, et c'est pour ça que j'ai voulu adapter son œuvre, parce que je m'en sens proche, parce que je sais que je ne serai pas dépaysé dans les Carpates, quoi. Parce que la montagne, la chaîne alpine, parce que les arbres, les chênes, les pommiers, les rivières et tout ça, pour moi, c'est pas un territoire étranger. L'histoire dont il parle, ben, elle nous constitue, nous, Européens. Euh, voilà, donc j'attends, et là je vais y aller bientôt parce que la production se met en marche. Mais pour l'instant, je me suis contenté de rêver un peu en faisant mes repérages ici à la maison. Et en trouvant tous les décors dont il parle. Alors ce qui est intéressant avec Appelfeld, c'est qu'en réalité, son territoire est un territoire imaginaire. Il n'y a pas de lieu, jamais précisé. C'est très rare qu'il donne des noms de lieux et une fois sur deux ou deux fois sur trois, ce sont des lieux imaginaires.
Donc on peut chercher tant qu'on voudra tel lac dont il parle par exemple dans Les Partisans, on le trouvera jamais, c'est un lac qu'il a inventé, c'est un territoire qui reconstitue parce que il en a un souvenir d'enfant, et d'enfants vivant pendant la guerre dans des conditions qu'on connaît. Donc mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'imaginaire fonctionne à plein. Quand il nous dit que ce groupe de partisans qui vont faire dérailler un train qui va vers les camps pour sauver le plus possible de déportés, comme le dit très bien Valérie Zenati, c'est Aaron Appelfeld qui les sauve. Parce que dans la réalité, tel qu'à l'endroit là où il place ses partisans, il n'y avait pas de train qui passait, encore moins dans cette direction-là. Enfin bon, il recrée tout ça. Le ghetto dont il parle, par exemple dans Les Partisans, c'est pas seulement le ghetto qu'il a connu lui, enfant à Tchernowitz, puisque le ghetto de Tchernowitz n'a eu qu'un mois d'existence, mais c'est le ghetto qui porte en lui, c'est aussi bien, c'est tous les ghettos. Voilà, le ghetto d'Appelfeld, il faut pas le chercher sur une carte, au bout du compte, parce qu'on le trouvera pas. Mais par contre, c'est l'essence de tout ce qui s'est passé dans ces ghettos. Quand il parle des fous qui étaient libérés, c'est ce qui s'est passé à Tchernowitz, mais c'est ce qui s'est passé dans bien d'autres ghettos également. Et voilà, le regard de Edmund, le personnage des partisans, ou le regard d'autres personnages sur ce qui se passe dans les ghettos, voilà, c'est plus que... Voilà. Avec Appelfeld, on n'est jamais dans les faits, dans l'historique, dans l'histoire, ou dans... Voilà. Si on veut... bien du courage à celui qui voudrait raconter l'histoire de la Shoah à travers l'histoire les romans d'Appelfeld. Ce serait juste impossible à faire. Hein, parce qu'il n'y a pas les noms de lieux, il n'y a pas les noms des méchants, il y a rien, quoi. Il y a juste des expériences sensorielles très profondes. Voilà. Et, pardon, mais je pars un peu dans toutes les directions, mais ça me plaît de parler d'Appelfeld, donc voilà. Mais je sais plus où j'en suis, comment j'en suis venu. Vous n'êtes pas parti, vous avez bien suivi la ligne en fait. D'accord, Ouais. d'accord. Mais peut-être ce qu'on peut faire là, c'est juste une petite parenthèse sur qu'est-ce que racontent les partisans. Oui. Alors, les partisans, c'est... Comme souvent chez Appelfeld, le livre commence en nous disant qui parle. Et donc dans Les Partisans, le livre commence par je m'appelle Edmund et j'ai 17 ans. Et c'est l'histoire d'un donc d'un adolescent qui est séparé de ses parents au moment de l'arrivée des Allemands et accompagné par les Roumains qui vont déporter tous les Juifs de Bukovine dans un territoire qui s'appelle la Transnistrie. Il s'échappe et arrivé dans la forêt, il va rencontrer un groupe de partisans dont le chef est Camille, et qui est un groupe de partisans juifs qui se réfugient d'abord dans les marécages, ensuite dans une forêt. Un groupe de partisans qui n'a rien à voir avec des groupes armés habituels tels qu'on les conçoit, mais plutôt qui ressemble à certains groupes de partisans qui ont existé, de groupes de partisans juifs qui ont survécu dans ces territoires, dans ce que Timothy Snyder appelait les terres de sang, qui ont survécu. C'était des familles avec, donc dans le livre d'Appelfeld, une vieille grand-mère qui est la mémoire de la tribu, qui s'appelle la grand-mère de Cyril, et puis des enfants, et des gens qui étaient dans le civil, libraires, violoncellistes, architectes, et sous la direction de Camille, le commandant du groupe de partisans, Edmund et les partisans vont monter sur une cime,
sur laquelle ils vont construire des bunkers pour abriter les gens qui vont aller sauver. Et ces gens qui vont aller sauver, c'est un train qui vont aller faire dérailler dans la vallée sous la neige euh, pour les faire remonter sur la cime et se rendre compte à ce moment-là que c'est bien difficile.